Il y a des modèles européens qui, eux, ont plutôt travaillé pour déterminer quelle était l'efficacité en regardant le ratio de la protéine ou des acides aminés sur l'énergie, qui est probablement une approche valable là, sur laquelle on va continuer à travailler aussi parce que les ratios, eux, vont pas changer dans le temps. Même si les quantités totales changent, les ratios, eux, vont pas changer. Bienvenue à Rumination, le balado qui couvre tous les sujets ruminants. Bonjour, hi. Je suis Chris Gwynn et aujourd'hui, je suis fier d'avoir Dr. Hélène Lapierre, une rechercheuse du Centre de recherche et développement Sherbrooke. Aujourd'hui, on va discuter les recommandations acides aminés aux vaches laitières, particulièrement des vaches aux hautes lactations, aux hautes productions. Et parler un peu plus sur l'utilisation des besoins de histidine. Dr. Lapierre est bien connu pour sa recherche au sujet de besoins de protéines, besoins d'azote et besoins d'acides aminés des vaches laitières. Récemment, Dr. Lapierre a été partie de l'équipe qui a modernisé les sections des besoins protéiques ou acides aminés dans le NASEM ou NSERC. Et bonjour, Dr. Lapierre. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Dr. Lapierre, vous avez concentré beaucoup, je pense beaucoup de votre carrière aux recherches de protéines, d'acides aminés, les besoins et comment comprendre plus l'utilisation de nitrogène ou d'azote pour les ruminants. Votre intérêt dans ce sujet commence comment et quand? Ouais, c'est quand même une longue histoire qui a commencé, je dirais pas ça fait combien de décennies, là. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval en sciences animales, puis c'est pour dire que quand j'ai terminé, je m'étais vraiment promis de pas faire d'études graduées. Pas maintenant, là, j'en avais un petit peu marre, mais des études. Mais j'ai trouvé un emploi qui touchait indirectement la recherche, puis ça m'a vraiment donné la piqûre, fait que j'ai poursuivi avec une maîtrise à l'Université Laval en nutrition aussi. Puis après ça, je n'étais pas encore convaincue, fait que j'ai travaillé un petit peu en financement pour ce qu'on appelait l'Office du Crédit agricole, qui est devenu la Société de financement. Puis là, j'ai eu une opportunité de retourner à la recherche, puis c'était trop fort. L'attraction était trop forte. J'avais trop aimé ça. C'est quand même un travail qui est fascinant, là, qui est vraiment pas ennuyeux. On pose des questions, on trouve des façons d'avoir les réponses. Donc, c'est ça, j'ai fait un doctorat à l'Université de Sherbrooke en physiologie animale, puis j'ai poursuivi avec un post-doctorat au USDA à Beltsville, au Maryland, avec les docteurs Tyrrell et Reynolds. Puis c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder pour apprendre des nouvelles techniques, vraiment pour pas juste alimenter la vache puis regarder le lait qui sort, mais vraiment trouver des façons de suivre le métabolisme, le destin des nutriments. Donc, si je donne une protéine ou un acide aminé à la vache, qu'est-ce qui arrive entre l'ingestion, entre la bouche, puis la glande mammaire? Donc, on a développé des outils vraiment pour suivre le destin des différents nutriments, acides aminés, glucose, pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'avancer là, quand on réussit vraiment à comprendre mécanistiquement qu'est-ce qui se passe. Ça a apporté beaucoup de collaboration à travers le monde pour développer toutes ces différentes techniques-là. Donc, c'est très, très motivant. Et puis, ça nous demandait aussi là, la supervision. Ça nous a amené aussi à superviser des étudiants gradués de différentes universités canadiennes, européennes, américaines. Donc, encore une fois, et des postdocs. Donc, beaucoup de motivation. Puis, c'est un petit peu embêtant parce que, comme je disais, on n'est jamais dans notre zone de confort parce qu'on est toujours à essayer de trouver quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais d'un autre côté, c'est extrêmement motivant, extrêmement fascinant parce qu'on est toujours à la recherche là, de nouveaux indices pour mieux comprendre comment la vache peut être aussi bonne, aussi magnifique dans sa transformation de nutriments là, en protéines du lait. Non, c'est vraiment magnifique. Mais, comme tu dis, magnifique, c'est des choses énormes. Biologie, chimie qui travaillent ensemble, c'est fun, c'est cool. Puis, comme tu dis, c'est toujours important de sortir nos zones de confort. Tout à fait. Absolument. Et j'imagine les rachats, les collaborations que vous avez déjà faites pour journée, commencer comme
comme une étudiante et maintenant un chercheur et donne l'opportunité de collaborer avec des autres universités et une partie de raison que vous êtes une partie de l'équipe de trouver des nouvelles choses pour le NASIM, de nouvelles recommandations, des acides aminés et particulièrement de protéines aussi. Et à ce sujet, est-ce que tu me donnes un couple des points clés, les nouvelles recommandations? Oui. Ben, de fait, le nouveau, ça a été long, hein. L'ancienne édition du NRC était 2001, le NASEM est 2021. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on travaille dessus. Ça a été, comme d'habitude, un petit peu plus long que prévu. Mais le chapitre de protéines, c'est des chapitres qui sont révisés par tout le monde, mais les trois principaux co-auteurs, il y avait Jeff Firkins, qui était à Ohio State University, il y a Mark Hannigan, qui est de Virginia Tech, et moi-même. Et puis, on voulait vraiment développer des concepts qui étaient basés sur la biologie le plus possible. Donc, si on regarde, quand on veut équilibrer une ration, on va avoir des apports qui sont jumelés avec des besoins. Donc, on a commencé par une redéfinition des apports. Et puis, les apports, la protéine qu'une vache digère, qui arrive à l'entrée de l'intestin, c'est trois types de protéines. Il y a la protéine microbienne, il y a la protéine alimentaire qui n'est pas digérée, puis il y a aussi la protéine endogène qu'on oublie souvent, qui est la protéine qui est fabriquée par la vache, par les parois du système digestif. Ça va être soit du mucus, des cellules desquamées, des enzymes, puis c'est remis dans la lumière intestinale. Donc, grosso modo, on a à peu près 50% de la protéine qui arrive à l'entrée du petit intestin pour être digérée, qui est de la protéine microbienne, à peu près 35% qui est de la protéine alimentaire qui n'a pas été dégradée par les microbes du rumen, puis 15% qui est des protéines endogènes. Donc, on a redéfini la protéine microbienne. Autrefois, c'était calculé à partir des nutriments digérés au niveau de tout le système digestif, mais on comprend que biologiquement, la protéine microbienne, elle se fait au niveau du rumen. Donc, maintenant, la protéine microbienne est déterminée par rapport à l'énergie qui est digérée dans le rumen, soit l'amidon et les fibres détergents neutres, et aussi, évidemment, l'azote. Les protéines alimentaires non dégradées dans le rumen, on a revisité la digestibilité intestinale, donc il y a une revue de littérature qui a été faite. Puis, on a aussi maintenant attribuer une fraction de la protéine qui est dégradée dans le rumen. Il y a eu des indices, des indications, des mesures qui ont été faites là, dans les dernières décennies qui montrent que même s'il y a une partie de la protéine qui sort des sachets ruminaux, parce que c'est comme ça qu'on examine la protéine dégradée, qui va quand même contribuer à l'arrivage à l'entrée du petit intestin pour être digéré. Donc ça, c'est un ajout qui est différent. Et puis, pour les acides aminés essentiels, dans le NRC, autrefois, on devait, quand on prenait la somme du microbien, du alimentaire non dégradé, puis de l'endogène, on devait faire une espèce de correction, de régression pour que ça concorde avec ce qui avait été observé. Tandis que là, maintenant, on a une méthode factorielle pure, donc on n'a pas de correction, ce qui nous donne quand même une indication que les concepts qu'on a utilisés se raccrochent bien là à la biologie qui se passe au niveau du système digestif. Ensuite, un autre point majeur, c'est au niveau de la prédiction de la protéine du lait. Autrefois, c'était basé seulement sur la protéine métabolisable en utilisant un facteur d'efficacité fixe. Maintenant, c'est basé sur différents acides aminés. Il y en a 5, histidine, isoleucine, leucine, lysine et méthionine. L'énergie, très important. Donc, on a vraiment une efficacité de l'utilisation des acides aminés qui inclut l'utilisation de l'énergie. On a aussi on a un facteur quadratique aussi. Donc, avant, on avait un facteur fixe qui disait que, si tu donnes de la protéine, ton rendement-là, il va augmenter tout le temps de façon linéaire. On sait que les systèmes biologiques ne fonctionnent pas comme ça. Donc, maintenant, on a un facteur quadratique en fonction des acides aminés. Donc, on obtient un plateau. Puis ensuite, le dernier point, c'est qu'on a une recommandation au niveau de tous les acides aminés essentiels qui est basée sur une méthode factorielle, donc en grammes par jour, comparativement à avant où on avait en méthode proportionnelle pour la lysine et la méthionine en pourcentage de la protéine métabolisable. Et puis, c'est basé sur une efficacité cible, ou target efficiency en anglais, qui présume qu'on a une
un apport d'énergie adéquat. Donc, c'est comme je l'ai mentionné, c'est pour tous les acides aminés essentiels, pas juste 2 acides aminés comme on avait avant. Non, c'est important, comme tu as déjà dit, mais c'est important des nouvelles recommandations, des nouveaux approches. Mais aussi, juste parler un peu au niveau de production, parce que c'est incroyable aujourd'hui avec des systèmes de robots, mais c'est plus que normal et possible d'avoir des vaches qui fait 50, 60, 70, 80 kilos de lait. 5 années passées, 10 années passées, c'est fou de penser de ça, mais aujourd'hui, c'est bien normal. Est-ce que nos modèles qu'on utilise aujourd'hui avec des nutritionnistes, des troupeaux haute production, est-ce qu'il y a des choses dans les nouveaux systèmes de NASEM que t'aider un nutritionniste d'avoir les besoins d'une vache pour des acides aminés? Ouais, comme je l'ai mentionné tantôt, il y a une toute nouvelle équation pour prédire la protéine du lait qu'on s'attend à voir avec une ration. Et puis, ce qui est vraiment nouveau dans le présent NASEM, c'est que, on est d'accord que quand on développe des modèles, il faut les développer à partir de données qu'on a. Puis évidemment, c'est les données d'articles qui sont publiés. Donc, c'est des choses qui sont déjà arrivées. Mais quand on développe un modèle, on veut le développer pour les vaches qu'on va nourrir aujourd'hui puis les vaches qu'on va nourrir demain. Donc, dans le nouveau NASEM, il y a l'inclusion d'un facteur qui est la moyenne mobile du troupeau, le Rolling Herd Average en anglais, qui est la quantité moyenne de protéines par vache fabriquée sur une base de 305 jours. Donc, ça permet d'ajuster les facteurs de prédiction en fonction, c'est mathématique, d'ajuster les facteurs de prédiction en fonction de la moyenne à laquelle on s'attend. Donc, c'est bien parce que ça permet, encore une fois, de travailler avec des vaches plus productrices, mais ça permet aussi de conceptualiser tout ce qui est environnement, gestion, qui change d'un génétique, qui change d'un troupeau à l'autre. Donc, c'est vraiment une nouvelle avenue du NASEM. Aujourd'hui, ou avec de nouvelles approches, c'est plus qu'avec des acides aminés essentiels? Oui, c'est vraiment là-dessus qu'on va s'aligner. Comme je disais, l'équation qui est utilisée, elle est basée sur les acides aminés essentiels. Elle n'est pas basée sur les protéines métabolisables. Mais comme je disais, les modèles qui sont développés, ce qui se passe, c'est que les vaches produisent plus de lait, mais aussi vont consommer davantage. On voit que le gabarit des vaches augmente, la consommation augmente. Donc, okay. C'est la tactique qui a été développée par NASEM. Il y a des modèles européens qui, eux, ont plutôt travaillé pour déterminer quelle était l'efficacité en regardant le ratio de la protéine ou des acides aminés sur l'énergie, qui est probablement une approche valable sur laquelle on va continuer à travailler aussi parce que les ratios, eux, vont pas changer dans le temps. Même si les quantités totales changent, les ratios, eux, vont pas changer. OK. Les Européens, on va garder ça. Oui, tout à fait. Le modèle Norfort du Scandinave, puis le modèle de l'INRA, le modèle français qui travaille avec des efficacités variables en fonction des ratios des apports protéiques sur les apports énergétiques. Ça, c'est un des avantages d'être une chercheuse canadienne, québécoise, de travailler un peu plus avec INRA. Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Et au sujet des histidines, on parlait écoute plus en plus l'acide aminé histidine, et je sais que vous avez déjà fait beaucoup de recherches au sujet de ça. Votre recommandation histidine, est-ce qu'il y a des rations ou des périodes de stress ou périodes de lactation où histidine vient plus important que normal? Disons que c'est vraiment une situation particulière. Quand on a commencé à travailler là-dessus, ça fait 15-20 ans déjà, le dogme était un peu, par rapport à des travaux qui avaient été faits en Scandinavie, que l'histidine était une ration limitante, était un acide aminé limitant, avec des rations qui étaient à base de graminées. Puis c'est resté longtemps comme ça, mais après ça, on a refait des travaux avec des collègues aux États-Unis. On a démontré que finalement, c'est pas tellement le fait que la ration soit à base de graminées, c'est plus
que dans les rations qui étaient utilisées à base de graminées, en Europe, quand les travaux avaient été faits, c'était des rations qui étaient très faibles en protéines. On sait que maintenant, les consommateurs exigent de plus en plus que les producteurs, les nutritionnistes, que le secteur laitier en général fasse un effort pour diminuer l'impact du secteur laitier sur l'environnement. Puis une façon vraiment directe et facile de faire ça, c'est de diminuer la quantité totale de protéines qu'on donne à la vache, mais sans diminuer la quantité de lait que la vache fait. Parce que comme je dis toujours, la quantité d'azote qu'on donne à une vache, il y a ce qui sort dans le lait, puis il y a ce qui sort en dessous de la queue. Donc, l'idée, c'est de ne pas diminuer ce qui sort dans le lait, de diminuer ce qui rentre pour diminuer ce qui sort en dessous de la queue. Donc, une bonne façon, la façon directe, c'est vraiment diminuer le pourcentage de protéines brutes. Mais on veut s'assurer, quand on fait ça, de quand même bien couvrir les besoins en acides aminés essentiels. Et c'est là qu'on voit que quand on diminue le pourcentage de protéines brutes d'une ration, on va diminuer un peu l'apport en protéines métabolisables. Si on regarde, je référais au début, si on regarde la quantité de protéines métabolisables ou la protéine qui est digérée par la vache, on a grosso modo environ d'habitude de près 50% qui viennent des microbes qui ont grossi dans le rumen puis qui ont été évacués. Si on diminue la quantité de protéines, puis on veut valoriser cette fraction-là, la proportion de protéines microbiennes elle va monter à 60, 65, même 70%. On a toujours appris dans nos cours que c'était une protéine qui avait un très bon profil en acides aminés. Mais si on regarde de plus près, là, on voit que le pourcentage d'histidine dans la protéine microbienne est assez faible comparativement aux ingrédients alimentaires. Donc, si on augmente la proportion de protéines microbiennes, on diminue l'histidine plus rapidement qu'on diminue les autres acides aminés. Et à ce moment-là, on peut se trouver à un point où l'histidine devient un acide aminé limitant. De fait, on a fait des projets justement avec les gens de Penn State, là, où on a démontré que si on diminuait le pourcentage de protéines des rations, ça fait déjà un petit bout de temps, l'idée c'était de donner de la méthionine et de la lysine pour protéger la dégradation ruminale, donc qui se rendent effectivement être absorbées. On n'a pas réussi à empêcher une diminution substantielle de la production de protéines du lait et la production de lait. Par contre, si on ajoutait l'histidine, on restaurait au niveau de la protéine haute les quantités de lait produites, les quantités de protéines du lait. Puis c'est assez important aussi, je ne l'ai pas mentionné avant, c'est la matière sèche ingérée. Parce qu'on n'a pas encore découvert pourquoi, mais il semble que quand on est trop bas en histidine, on a un impact négatif sur l'ingestion alimentaire. Puis on restaure l'ingestion alimentaire à ses niveaux de départ là, si on apporte suffisamment d'histidine. Et juste une question, dans les situations avec des rations, avec le protéine bas où histidine vient un peu limité, quel niveau d'histidine en grammes est-ce qu'il a besoin? Ben là, ça va toujours dépendre du niveau. C'est ça qui est un petit peu difficile avec l'approche factorielle, c'est qu'on ne peut pas donner un chiffre parce qu'évidemment, ça dépend de la quantité de lait que la vache va faire. Mais la façon qu'on fait pour calculer quels sont les besoins, c'est qu'on a développé ce qu'on appelle des efficacités cibles. Donc, on regarde c'est quoi la production de lait, puis on estime c'est quoi les autres sorties en protéines, comme les pertes endogènes fécales. Puis on dit notre vache, habituellement, n'est pas capable d'utiliser l'histidine avec une efficacité plus grande que 75, 76, 77%. Si on voit qu'avec nos calculs, l'efficacité que la vache aurait besoin d'utiliser l'histidine est à 85%, on sait que les chances sont que notre apport d'histidine est limite là, pour assurer une bonne production laitière. Ah, OK. Bon, ben. Jamais une réponse simple, mais avec des acides aminés, mais... c'était un petit peu la beauté de l'approche proportionnelle, hein, c'est que c'est un petit peu aussi comme quand on balance une ration pour la protéine brute, ça va bien dire 16% de protéines, mais ça veut rien dire. Tandis que quand on dit c'est quoi en grammes de protéines métabolisables, on peut pas donner un chiffre parce que dis-moi comment de lait ta vache fait, puis je vais dire c'est quoi un chiffre. C'est la même chose pour les acides aminés en grammes par jour. On peut pas donner un chiffre global. Il faut vraiment avoir les niveaux de production. C'est correct. Vous êtes l'expert, absolument. Merci. Et juste finalement, des points clés pour un nutritionniste ou un fermier qui pense les besoins d'azote ou les besoins protéines acides aminés pour le vache. Est-ce qu'il y a des points clés que tu donnes à ceux qui attendent?
Je pense que le premier point, c'est que tranquillement, on s'en va pour équilibrer les rations sur une base d'acides aminés plutôt que sur une base de protéines métabolisables, surtout pas de la protéine brute. Ça fonctionne chez les volailles, ça fonctionne chez les porcs. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez les ruminants. Surtout qu'on a développé quand même au cours des 2 dernières décennies beaucoup de sous-modèles du rumen pour bien prédire quel est l'apport. Puis on a vraiment travaillé fort pour prédire quels étaient les besoins. Fait qu'on est de plus en plus capable de jumeler les deux. Je pense que c'est vraiment là, dans cette direction-là qu'il faut aller. Mm-hmm. Pour répondre aux besoins des consommateurs, on vise à diminuer le pourcentage de protéines brutes des rations, ce qui est excellent pour le producteur parce que ça diminuerait les coûts de production. Ça diminue en même temps la pollution azotée. Mais si on fait ça, il faut faire attention à certains acides aminés, surtout les cidines, là, qui est vraiment à vérifier. Puis ensuite, souvent, on sépare la nutrition azotée ou la nutrition protéique de la nutrition énergétique. Si on a les besoins d'énergie, on a les besoins en protéines. De plus en plus, la recherche, ça va être de plus en plus comme ça aussi quand on équilibre les rations. Il faut vraiment là, que ça soit un tout parce qu'on sait que l'énergie, c'est important pour supporter toutes les fonctions énergétiques. Là. Mais une des principales demandes énergétiques, c'est la synthèse de protéines. Donc, l'apport énergétique a un impact hyper important sur l'efficacité de l'utilisation des apports pour les transformer là, en produits. Donc, vraiment là, de jumeler notre équilibre énergétique et notre équilibre protéique. Excellent, merci. Et merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous visiter avec Rumination aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, ça me fait un grand plaisir. Et merci à tous. Le podcast est aussi disponible au Apple et Google Podcasts et Spotify. C'est un balado qui vient de la compagnie Jeffo Nutrition, Precision Nutrition for a Growing World. Et merci.